Asso 100.7. Salut à tous, vous êtes sur Radio Asso, les 100.7 de Radio Asso. Tout de suite, votre nouvelle émission Écoutez-nous, réalisée par l'association France Nature Environnement 82, ici à Radio Association, une émission enregistrée puis diffusée. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu prends l'antenne, espèce de fifou ? Eh bien parce que on a eu un petit souci technique au début de l'émission, ça va pas durer longtemps, une petite minute 30 secondes, où l'intervieweur, donc Jean-Pierre Delfaux, aura une voix pas très audible, c'est un petit peu faible, voilà, bon ça s'entend, j'ai monté le son comme il fallait, rien que pour vous, voilà, ça va durer 1 minute 30 et bien sûr on s'excuse de ce désagrément. Voilà, votre nouvelle émission, écoutez-nous, France Nature Environnement 82, c'est la 2e, et vous écoutez ça tout de suite, ça va durer une petite demi-heure, à très bientôt, salut à tous. Écoutez-nous, nous disent les arbres. Écoutez-nous, nous disent les oiseaux. Écoutez-nous, nous disent les ruisseaux. Écoutez-nous, nous disent les abeilles. Écoutez-nous, nous dit la nature. Mais nous n'écoutons rien. Aussi, écoutez FN 82 qui parle à la nature qui a besoin de nous et de nous qui avons besoin d'une nature. Tous les mercredis à 15h, rediffusion le vendredi à 19h sur Radio Asso. Bonjour, Christian Pence et Françoise Blandin. Bonjour. L'association L'île Environnement. Bonjour. Où se trouve l'île sur Tarn? L'île sur Tarn, l'île sur Beauvais? Alors c'est l'île sur Tarn. L'île sur Tarn, donc une partie du haut de la commune de l'île sur Tarn est sur la vallée du Tescou. Une partie du Tescou passe est à l'île sur Tarn au moment sur la forêt de Sivens. Voilà, donc c'est à cette occasion d'un barrage sur le Tescou. Non, Tescou. Tescounet, c'est son petit affluent qui est juste à la frontière du Tarn-et-Garonne. Que votre association est montée au créneau pour s'opposer à ce fameux barrage qui est devenu célèbre par la suite, notamment au moment de la mort de Rémi Fraisse. Oui, ça avait débuté depuis, nous en tous les cas, on s'en est occupé à partir de 2011, donc plus d'1 an avant l'enquête publique. Et c'est en 2014 que les travaux ont eu lieu. En fait, c'est un barrage qui était dans les cartons de la CACG depuis très longtemps. Qu'est-ce que c'est la CACG ? La CACG, c'est la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, entreprise d'État dans les années après-guerre pour développer l'irrigation pour l'agriculture. Et donc, à partir d'un moment, vous avez connu l'intention d'un projet de barrage. Et bon, pourquoi vous êtes-vous opposé à ce barrage, sachant qu'il faut bien que les agriculteurs aient de l'eau? Oui, mais aussi sur l'emprise du barrage, sur le site, donc la zone humide du Testé, il y avait 2 éleveurs qui avaient des bovins qui pâturaient sur les zones prairies humides et prairies naturelles, qui étaient donc propriété du Conseil général du Tarn, puisque le Conseil général du Tarn avait acquis ces terres en vue de faire le barrage. Dans les années 2011, que nous, on s'est intéressé au barrage Sivens, on en avait entendu parler, mais seulement par des échos, et surtout que, donc après, par la suite, on a appris qu'en 2008 et en 2010, le barrage avait aussi été retoqué, je dirais, pour des faux départs d'enquête publique. Alors en 2008, c'était pour la continuité écologique qui n'était pas respectée, et l'écoulement au niveau des sédiments. Et en 2010, parce que ils n'avaient pas tenu compte de la loi Grenelle sur les zones humides. Et donc à chaque fois, ils ont remis le paquet, ils se sont remis en selle, mais et donc ce n'est qu'en 2012
que l'enquête publique a eu lieu de septembre à octobre. C'était donc une commission d'enquête publique. C'était un dossier très lourd, 900 pages, avec 3 commissaires enquêteurs. Et donc cette enquête a eu un avis favorable, avec des réserves très lourdes, et ce sont des réserves, donc l'aménageur est obligé d'en tenir compte, et cette réserve était sous réserve que l'avis du CNPN soit favorable. Or, il ne l'a pas été. CNPN. CNPN, c'est la Commission nationale de protection de la nature. Et donc, malgré cela, quand même, les travaux ont commencé, puisque je me souviens, pour m'être rendu sur place, avoir vu une zone lunaire avec tous les arbres coupés, tout déchiqueté. Et à ce moment-là, quelles étaient les autorisations dont bénéficiaient ceux qui ont fait cette déforestation? Oui, donc malgré l'avis défavorable du CNPN en avril 2014, en juin, la préfète du Tarn a demandé au Conseil général du Tarn, qui est le maître d'ouvrage, de redéposer un dossier devant le CNPN pour, avant de lancer, donc, de prendre des arrêtés. Puisque, donc, à l'époque, jusqu'en juin, c'était Delphine Batho, et elle refusait de donner son aval. Et ce n'est que à la venue de Philippe Martin, donc nouveau ministre de l'Environnement, que la préfète du Tarn a pris les arrêtés en octobre 2013. En octobre 2013, donc, il y avait l'autorisation pour démarrer les travaux. Il y avait des préliminaires qui étaient de tenir compte des espèces protégées, donc avec des périodes où les travaux étaient possibles, des périodes où ils ne l'étaient pas, et aussi donc des travaux aussi de déplacement d'espèces protégées. Et là-dessus, nous avons toujours été présents, mobilisés pour dénoncer toutes ces façons d'opérer dans la nature, déplacer des espèces protégées pour les mettre où, puisque donc les compensations n'étaient pas encore déterminées, enfin elles étaient déterminées, mais elles n'étaient pas prêtes pour accueillir des espèces protégées. Et donc ça a démarré vraiment en force, puisque nous avions aussi, depuis 2011, interpellé la Commission européenne, et tant que l'enquête publique n'était pas terminée, tant que les arrêtés n'étaient pas promulgués, la Commission européenne ne pouvait rien faire. Mais en novembre 2014, la Commission européenne a entamé donc une procédure pour mettre la France en infraction, démarrer un contentieux. Sur ce dossier. Sur ce dossier. Et ça a démarré, donc les pouvoirs publics avaient connaissance de tout ça, puisque la Commission européenne avait contacté la France en juillet, et malgré tout, en septembre, ils ont démarré les travaux au moment où c'était possible par rapport aux espèces protégées. Les travaux ont commencé, il y a eu des manifestations, il y a eu une zone à défendre qui s'est installée, et les circonstances de la mort de Rémi Fraisse n'ont jamais été trop bien éclaircies. Et on s'aperçoit maintenant que la famille a lancé un appel pour une souscription pour aider à payer des avocats. Mais est-ce bien utile? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter de laisser la justice suivre son cours, comme on dit couramment? Oui, mais ce qui se passe, c'est que dans cette histoire, il y a un gendarme qui est mis en cause. Pour le moment, la chaîne hiérarchique n'est pas mise en cause, alors que nous, on pense que la chaîne hiérarchique a une grosse responsabilité, parce que dans le contexte de l'époque, il y avait quand même déjà des tensions. Et il avait été convenu qu'il n'y ait pas de gendarmes. Et ils avaient laissé, sur la base de vie, ils avaient laissé des surveillants dans des vigiles.
Des vigiles, exactement, avec un groupe électrogène, avec une casotte qui était restée, alors que tout avait été enlevé. Ils auraient tout enlevé, il n'y avait pas de vigile et tout ça, il n'y aurait pas eu de problème. Et le fait est, c'est que quand il y a eu ça, il y a eu des groupes qui n'étaient pas du mouvement, il faut le savoir. On ne sait pas d'où ils viennent. Et ce n'étaient pas des gens qui venaient du terrain. Qui sont arrivés, on a vu qu'ils étaient organisés et tout ça, ils étaient plus ou moins en tenue et qui ont commencé à faire des provocations. Et quand il y a eu ces provocations, ils se sont servis de ces gens qui ont fait des provocations pour justifier de ramener les gendarmes. Et à partir de là, ça a commencé à dégénérer. Donc nous, on pense qu'il y a eu une volonté de faire passer les opposants pour des gens violents. Et donc ils ont essayé d'amener alors on ne dit pas que c'est les flics qui ont amené ces gens-là, mais on pense qu'ils étaient suffisamment renseignés. On a en France quand même assez de renseignements généraux et tout ça, pour qu'ils sachent qu'il y avait ces groupes qui arrivaient et qui voulaient en découdre. Et ils les ont utilisés en tous les cas pour qu'il y ait des affrontements. Évidemment qu'ils voulaient qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des problèmes pour qu'après on accuse les opposants d'être violents. La famille Fraisse, eux, ils veulent que soit jugée aussi la chaîne de responsabilité avec les avocats. Mais est-ce qu'ils vont avoir gain de cause? Ce qui est quand même scandaleux, c'est que dans cette histoire-là, le gendarme, il est défendu par la police. Il paye pas de frais de justice et tout ça. Il paye rien de sa poche. Et la famille, elle doit payer de sa poche. C'est pour ça qu'on fait des appels à dons, parce qu'elle doit payer les frais juridiques. Elle doit se faire assurer sa défense. Voilà. Et donc faire en sorte que l'enquête, et d'ailleurs la dernière audience, quand le gendarme a été auditionné à Toulouse, il a été convenu, comment on dit déjà, que en fait, certainement qu'on va pouvoir justement enquêter sur la chaîne de commandement maintenant. C'est-à-dire que c'est pas seulement lui qui portera le chapeau. Comment peut-on faire pour participer à cette aide financière? Il y a un appel qui a été fait sur le site du collectif testé et sur le collectif des Bouilles. Sur les deux sites internet des groupes qui luttent contre ce projet de barrage, il y a eu un appel qui a été lancé et cet appel a été lancé par une association qui s'appelle les Amis des Bouilles. Et les Amis des Bouilles a pour objectif d'aider financièrement tous les gens qui ont été inquiétés pour les questions de répression. Donc en fin de compte, suite à cet événement dramatique, le chantier a été remis sérieusement en cause et même il a été arrêté. Effectivement, Ségolène Royal en janvier 2016, suite donc aux enquêtes des experts qu'elle a envoyés donc pour vérifier que le dossier était conforme à la loi. En janvier 2016, Ségolène Royal a annoncé que le projet n'était plus d'actualité. Et elle a demandé au Conseil général du Tarn de mettre fin, dire qu'ils abandonnaient le projet initial, pour aussi stopper l'enquête lancée par l'Europe, la Commission européenne. À partir de là, donc, elle a demandé au Conseil général de choisir, c'était juste avant les élections cantonales, entre deux solutions qui n'ont jamais été retenues par le Conseil général. Dans la déclaration donc, de M. Carsenac, Monsieur Carsenac était président du Conseil général du Tarn, il était donc le 6 mars. Ils ont pris la décision d'abandonner le projet initial, mais de reprendre donc un projet. Le 6 mars 2015. 2015, oui. De reprendre le projet mais d'une manière redimensionnée, mais sur l'emprise du barrage. Alors que les experts avaient donc proposé deux solutions. Un barrage de 750 000, mais donc sur plus en amont, à 300 mètres en amont donc du projet de digue pour le barrage.
Et aussi une autre solution qui était plusieurs petites retenues, dont une dans la vallée du Tescou, et donc au Testé, mais une autre à côté, dans une vallée à côté. Et pour vous, donc, qui êtes membre d'une association, membre de France Nature Environnement du Tarn, quelle est votre opinion sur ces projets, sur ces propositions de projets? Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, la réalité, elle n'est pas forcément ce qu'on désire. Ils disent qu'il y a des problèmes d'eau dans la vallée. Et nous, on ne nie pas qu'il n'y a pas des problèmes d'eau. On ne nie pas que les agriculteurs, ils veulent irriguer et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce qu'ont montré les experts, nous on avait interrogé les pouvoirs publics bien avant. C'est ça qui est affreux. Ce qui est affreux, c'est que on a réfléchi, nous, on a interrogé les pouvoirs publics et jamais ils n'ont voulu nous répondre. Et quand il y a eu les experts, ils ont repris exactement ce qu'on disait. Et ce qu'on disait, c'est que la vallée, elle ne peut pas accepter une irrigation incontrôlée. Pourquoi ? Parce que en 37 ans de mesures à Saint-Naufary du débit, on s'aperçoit du débit du Tescou à Saint-Naufary, on s'est aperçu qu'ils ont perdu la moitié du débit annuel. C'est-à-dire que l'eau qui passe à Saint-Naufary est 2 fois moins importante entre 1975 et maintenant. Et pourtant, il n'y a pas de barrage. Et oui, mais ce qu'ils ont montré, c'est que la cause, ce qui est marqué dans le rapport, c'est très important, la cause de ce déficit en eau, il y a 2 causes. Un, c'est pour moitié, je simplifie, pour moitié, c'est le réchauffement climatique, qui est effectif. Et pour l'autre moitié, c'est les barrages actuels, c'est-à-dire que l'ensemble des barrages actuels, il y en a 189 qui stockent 4,5 millions m3, ont favorisé des pratiques agricoles qui gaspillent l'eau. Et en favorisant ces pratiques agricoles qui gaspillent l'eau, on provoque, avec le réchauffement climatique pour moitié, on provoque un assèchement graduel du Tescou. Et ça, c'est une tendance qui est lourde, qui se passe depuis 40 ans. En quoi le réchauffement climatique intervient sur les débits d'eau ? Alors parce que un bassin, il y a de l'eau qui tombe. Cette eau qui tombe, il y a une partie qui s'écoule en surface, il y a une partie qui pénètre dans le sol, il y a une partie qui va alimenter ce qu'on appelle la nappe phréatique ou la nappe d'accompagnement de la rivière. Donc tout ce qui s'écoule dans le sol va rejoindre c'est un bassin versant, la rivière, et va s'écouler dans la rivière. Et une partie va dans le sol, une partie aussi sert à nourrir les plantes, à apporter de l'eau aux plantes, et une partie s'évapore. D'accord ? Donc l'eau qui tombe, elle va soit dans la rivière, soit dans la nappe phréatique, soit elle sert à alimenter les plantes et s'évapore. Et le réchauffement climatique, avec l'augmentation des températures, on augmente l'évaporation. Donc la quantité d'eau, si c'est la même, on diminue la quantité d'eau qui s'écoule dans la rivière. Et le maïs, donc, est la culture majoritaire qui est irriguée, évapore énormément. Et donc, justement, c'est que face au changement climatique, il faudrait adopter des cultures adaptées. Plus des cultures genre tournesol ou sorgho. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de mini-barrage un peu partout ? Nous, on pense qu'il faut appliquer le SDAGE. Et le SDAGE, c'est le schéma directeur d'aménagement de la Haute-Garonne sur l'eau. La gestion de l'eau. La gestion de l'eau. Donc nous, on pense qu'il faut appliquer le SDAGE, et le SDAGE dit très clairement, avant de voir un barrage, avant de faire des barrages, il faut économiser l'eau et il faut gérer les barrages, les retenues existants et les barrages existants. Donc il y en a 189. On sait, d'après les déclarations, c'est dans le rapport des experts, d'après les déclarations, ils utilisent que 25% des capacités des barrages existants, 25% de l'eau qui est dans les barrages.
il semble que, bon, ils déclarent pas tout, parce que les experts ont montré que, en fait, c'est plutôt 50% qui est utilisé. Mais il reste 50% de l'eau qui n'est pas utilisée. Nous, on dit qu'il y a possibilité que cette eau, elle soit rendue à la rivière et redonnée pour redonner de l'eau à la rivière. Pourquoi il y a cette possibilité? Parce qu'il y a une loi qui dit que un barrage qui coupe un cours d'eau, il doit être transparent vis-à-vis du débit d'étiage. Qu'est-ce que ça veut dire, être transparent vis-à-vis du débit d'étiage? Ça veut dire que quand il y a un débit qui coule en amont du barrage, en dessous d'une certaine valeur de ce débit, qui dépend du cours d'eau, évidemment, eh ben, on ne doit pas retenir cette eau, on doit la laisser couler de l'autre côté du barrage. Et on doit assurer un minimum d'eau tout le temps entre l'amont et l'aval d'un barrage. Or, il y a beaucoup de barrages actuellement qui ne sont pas transparents vis-à-vis du débit d'étiage, c'est-à-dire qu'ils ne rendent pas l'eau, En fait, ces retenues ne sont pas équipées de débits réservés qui permettraient que, au moment à l'étiage, quand le cours d'eau arrive à un débit moyen inférieur à 10, enfin, un débit de 10% du débit moyen, à ce moment-là, le barrage ne doit plus, l'eau ne doit plus aller dans le barrage, mais retourner à la rivière. D'ailleurs, France Nature Environnement a fait condamner les coteaux de Gascogne récemment pour ce genre de constat sur l'Amboulas, je crois. Non, sur la Gimone. Sur la Gimone, oui. Sur la Gimone. Et donc, pour nous, il y a d'autres solutions que celle de détruire cette zone humide. Parce que, tout simplement, c'est pas la dernière du Tarn, comme certains ont dit, c'est pas du tout ça. C'est la dernière d'importance de la vallée du Tescou. C'est la dernière d'importance. D'ailleurs, il faut signaler qu'on vient de voir que le Conseil général qui avait répertorié du Tarn, qui avait répertorié cette zone humide sur son site à l'époque et qui a justifié les compensations, sur son site maintenant l'a rayée. Elle n'existe plus, comme par hasard. Elle a disparu. On vient de découvrir ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est pas parce que ça a été défriché, c'est pas parce que les espèces ont été détruites que la zone humide, elle n'existe plus. Une zone humide, elle se caractérise par des qualités de sol. Elle se caractérise pas uniquement par la biodiversité qui est et par la faune et la flore qu'il y a. C'est au contraire le fait qu'il y ait la zone humide qui ait un certain type de faune et de flore et d'espèces variétales qui se développent et qui vivent. Donc la zone humide, elle existe toujours. Elle n'a pas été détruite. Elle a été dégradée. Comme nous, ici en Tarn-et-Garonne, FNE Tarn-et-Garonne, j'ai vu que FNE Tarn étions convoqués pour travailler justement sur le projet de territoire du bassin du Tescou. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion qui aura lieu en juillet et dont on vient de recevoir convocation avec les préfectures concernées? Oui, il y avait déjà eu une première série de réunions où les pouvoirs publics, donc les préfets, avaient interroger tous les acteurs concernés par donc la gestion de l'eau sur le bassin versant du Tescou. Et parce que donc depuis 2013, toute retenue collinaire de ce style doit s'inscrire dans un projet de territoire. Ça, c'est suite au rapport de la commission qui avait été confié à Philippe Martin sur la gestion de l'eau en agriculture. Donc le projet de territoire a été défini comme donc le produit de la rencontre de la réflexion de tous les acteurs sur un bassin versant pour étudier toutes les solutions pour donc la gestion de l'eau en cherchant à observer la réglementation et à diminuer donc les besoins en eau. Donc surtout quand il s'agit d'une zone humide qui est concernée, il faut étudier toutes les alternatives à un barrage. C'est-à-dire que les solutions pour gérer l'eau ne sont pas forcément un barrage, mais toute autre solution qui permettent donc, en fait, c'est un projet d'avenir pour l'agriculture de la vallée du Tescou.
Alors peut-être que certains auditeurs de Radio Asso pourront être étonnés que l'on parle du barrage de Sivens qui n'est pas dans le Tarn-et-Garonne mais dans le Tarn. Mais il faut rappeler quand même que ce barrage, la forêt de Sivens est à 30 km de Montauban, à vol d'oiseau. Et que donc c'est quand même le Tarn-et-Garonne qui serait le premier impacté, puisque l'eau du Tescou se termine, comme chacun le sait, au niveau de notre pavillon du Jardin des Plantes de FNE, dans la commune de Montauban, dans le Jardin des Plantes de Montauban. Et que la quantité d'eau qui y coule nous importe énormément. Quelles sont pour vous maintenant les perspectives? Est-ce qu'il y a pour l'instant encore une mobilisation sur ce projet? Où en êtes-vous? Non, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet de barrage de Sivens n'était pas pour l'essentiel pour le Tarn-et-Garonne. Pour l'essentiel, il était pour entre l'aval du barrage et le Tarn. Il y a une petite partie qui est en Haute-Garonne et une petite partie qui se trouve avant la confluence du Thérondel. Parce qu'au niveau du Tescounet. Du Tescounet. Parce que si vous voulez, le Tescou, c'est la rivière principale, et il y a un affluent, le plus gros affluent du Tescou, c'est le Tescounet. Au niveau de cette confluence, en aval... Ce qui en occitan veut dire le petit Tescou. Voilà, le petit Tescou. Et en aval... les exploitations, elles sont ce qu'on appelle réalimentées par un barrage qui a été fait par le Tarn-et-Garonne, qui est dans le Tarn-et-Garonne, et qui s'appelle le Thérondel. D'ailleurs, on pourrait en parler énormément, parce qu'il y a eu des rapports qu'on a eu beaucoup de mal à voir. Il a fallu qu'on fasse appel de nouveau à la commission d'accès aux documents administratifs, c'est-à-dire la CADA, parce que le Tarn-et-Garonne ne voulait pas nous donner les documents. Et donc, il a fallu qu'on fasse appel à cet organisme pour avoir les documents. Et on voit que ça ne fonctionne pas du tout aussi. D'abord que ça a été très surdimensionné, que les agriculteurs n'en consomment même pas la moitié de ce qui était prévu. Hein. Et donc, c'est déjà... Le bilan du Thérondel est vraiment très intéressant. Mais en tous les cas, le projet de barrage de Sivens ou l'autre solution alternative que le barrage de Sivens ne concerne pas pour l'essentiel le Tarn-et-Garonne. C'est juste une petite partie, un petit tronçon entre la confluence du Tescounet et puis la limite avec la Haute-Garonne. En fait, effectivement, dans le projet de gestion donc, de l'eau, il s'agit aussi d'assurer un débit à l'étiage et le Tescou participe bien sûr aux eaux qui arrivent à Montauban. Mais il y a il y a d'autres façons que de faire un barrage. On peut aussi économiser l'eau. Hein. L'eau dont on ne sert pas, c'est la plus intéressante, hein, puisqu'elle ne coûte rien. Et par les changements dans les pratiques agricoles, on peut aussi économiser l'eau. On a vu que des cultures avec des couverts économisent pour ce qu'on a pu voir pour l'instant dans le Gers, hein, ça n'a pas été complètement mesuré, mais on peut diminuer de moitié les besoins en irrigation, même pour du maïs. Et donc les solutions pour l'agriculture, c'est les cultures, mais c'est aussi les modes de diffusion des productions sur des circuits courts. On a besoin donc pour les restaurations collectives de production locale. Donc pour nous, les solutions, elles sont autres. C'est une multitude de solutions qui existent, qui doivent être étudiées, à savoir tous les dispositifs collectifs qui peuvent être mis en place pour abattoirs, salles de découpe. On peut imaginer des tas de solutions pour la transformation des productions agricoles qui pourront servir dans les circuits courts et pouvoir assurer un revenu suffisant pour l'agriculteur. Merci Christian Pence et Françoise Blandel, dont de l'association Lille Environnement,
qui est une association donc affiliée à France Nature Environnement Tarn, qui s'appelle encore LUTNET, mais qui est rattachée aussi à France Nature Environnement Midi-Pyrénées, tout comme nous, le Tarn-et-Garonne. Je pense que nous aurons l'occasion de nous rencontrer à nouveau sur cette antenne. Et en attendant, nous vous souhaitons de voir vos projets se réaliser, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas ceux des grands porteurs de projets. Merci. Merci. Écoutez-nous, nous disent les arbres. Écoutez-nous, nous disent les oiseaux. Écoutez-nous, nous disent les ruisseaux. Écoutez-nous, nous disent les abeilles. Écoutez-nous, nous dit la nature. Mais nous n'écoutons rien. Aussi, écoutez FN 82 qui parle à la nature qui a besoin de nous et de nous qui avons besoin d'une nature. Tous les mercredis à 15h, rediffusion le vendredi à 19h sur Radio Asso.